Bonjour. Pierre Hillard, vous êtes docteur en sciences politiques et vous avez publié de nombreux ouvrages déjà. La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale, la décomposition des nations européennes ou encore la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous rendre visite, Pierre Hillard, pour présenter votre dernier ouvrage, Atlas du mondialisme. Et c'est aux éditions Le Retour aux sources. Pierre Hillard, votre ouvrage traite donc du mondialisme et non pas de la mondialisation. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qui distingue ces deux termes ? Alors, la mondialisation est un phénomène naturel d'échange de biens, de personnes, d'idées, en fonction de l'évolution technique matérielle. Autrefois, c'était à pied, à cheval, en bateau. Et puis, à partir du 19e siècle, c'est via le réseau électrique, la diffusion d'informations, le chemin de fer. Maintenant, c'est Internet, SMS, etc. Donc, ce n'est qu'une accélération d'un phénomène naturel en fonction du développement de la science, de la technique. En revanche, le mondialisme s'appuie sur des préceptes philosophiques, certains disent religieux, mais en tout cas philosophiques, une conception du monde, une organisation du monde en fonction de critères permettant une unité du genre humain, avec une gouvernance mondiale et un traitement de tous les hommes selon des critères politiques, financiers et voire même religieux communs. Pierre Hillard, vous mettez en épigraphe, page 7 de votre ouvrage, c'est une petite phrase, « Les temps sont mûrs ». Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie cette phrase ? Oui, alors j'ai voulu utiliser cette formule courte pour montrer, à partir de mon livre qui part de différents éléments qu'on verra tout à l'heure, pour expliquer qu'on arrive en bout de course, que la finalité, c'est une gouvernance mondiale avec des blocs continentaux régis par une gouvernance unique. Et là où ça coince, c'est que vous avez des oligarchies américaines, allemandes, russes, turques, etc., qui n'arrivent pas encore à s'entendre sur la répartition des zones d'intérêt et la hiérarchisation aussi de ces intérêts. Mais on arrive à la croisée des chemins, et c'est pourquoi je dis les temps sont mûrs, soit ça passe, soit ça casse. Qu'est-ce que vous envisagez si ça casse ? Je vais reprendre l'expression de Jacques Attali, la guerre. La guerre mondiale ? Oui. Avec des phénomènes auparavant... On a l'embarras du choix entre ce qui se passe en Corée, Proche-Orient évidemment, et puis la crise économique, les bulles qui s'accumulent, un État américain dont le déficit fédéral tourne autour des 20 000 dollars, et puis un endettement mondial qui a dépassé, je crois, les 200 000, je crois que c'est 230 000 milliards de dollars, enfin on n'est plus à quelques dizaines de milliers de dollars près. Donc en fait, on est dans une situation d'effondrement économique financier qui se prépare. Et donc, selon la bonne vieille formule de Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir, afin de passer d'un état inférieur à une étape supérieure. Le principe de l'orangina. Alors, Pierre Hillard, dans votre chapitre 1 consacré à l'Europe ethnique, vous constatez qu'en 2016, la plupart des pays du Conseil de l'Europe ont adopté des textes relatifs à la protection des langues régionales et minorités nationales. À ce titre, vous dénoncez une vision racialiste. Oui, alors en plus de la charte des langues régionales, il faut aussi ajouter un autre document, la Convention 4 pour la protection des groupes ethniques, basques, catalans, flamands, etc. Et donc les instances européennes ont élaboré toute une série de textes. En fait, ce sont les Allemands qui sont à l'origine de la chose. Et à titre personnel, je le cite donc des Allemands comme Herbert Kohn, comme Theodor Feiter, mais il y a plein de juristes allemands et autrichiens, qui ont élaboré des textes en faveur d'une ethnicisation de l'Europe. Et le phénomène s'est répandu dans tous les pays, et évidemment, des pays comme la Catalogne, une région comme la Catalogne, qui est la figure de proue pour tenter de s'émanciper de l'État espagnol, ce n'est que la conséquence d'un travail de fond, en sachant que vous avez évidemment en Catalogne des Catalans qui sont pour l'indépendance de leur région, d'autres qui veulent rester espagnols, mais on a eu une diffusion, si je puis me permettre cette expression, de métastases ethnicistes qui ont mis le feu partout. Vous avez un démarrage avec la Corse. Certes, pour le moment, c'est une autonomie que les dirigeants corses, qui ont gagné haut la main les élections le 3 et 10 décembre dernier, de 2017, mais on voit que ça s'allume. Parce que pour bien comprendre l'architecture européenne, vous avez 3 niveaux, région, État, France, Italie, Espagne, etc., Union européenne. Et le problème, c'est que vous avez de plus en plus de pouvoir à l'Union européenne, de plus en plus de pouvoir aux régions, et entre les deux, les États qui sont privés de leurs fonctions régaliennes, battre monnaie, etc. Donc peu à peu, ces États, France, Italie, Espagne, perdent en substance, et entre le marteau et l'enclume, peu à peu, ça craque. Alors ça va aller plus ou moins vite
peut-être plus vite pour l'Espagne ou pour l'Italie, mais la France est touchée et tous les pays européens sont touchés. Écraser, détruire les États pour créer une gouvernance européenne qui devrait, si la logique va à son terme, à une gouvernance mondiale. Ça, c'est ce qu'ils vont réussir. Je croise les doigts pour qu'ils échouent. Alors, Pierre Hilard, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez accueilli le passage de 22 à 13 régions sous la présidence de François Hollande? Eh bien, François Hollande a été un acteur utile en faveur du mondialisme et de la gouvernance européenne. D'abord, je rappelle une chose, c'est que vous avez un institut franco-américain, la fameuse FAF, French American Foundation, qui a été créée en 1981 par les dirigeants français Giscard d'Estaing et le président américain de l'époque Ford, pour recruter ce qu'ils appellent des young leaders appelés à occuper des postes élevés. Et puis vous avez, pour la promotion 1996, un certain François Hollande. Et d'ailleurs, dans mon livre, Atlas du mondialisme, j'ai mis toute la liste des young leaders de 1980 à 2017. Et donc, en ce domaine, François Hollande, il a joué un rôle en faveur de la décomposition des États et de la France en particulier, puisque en favorisant le passage de 22 à 13 régions, il permet donc la naissance de blocs régionaux qui vont s'intégrer dans un espace européen. Il a fait aussi une deuxième chose, qui est un élément clé, ce qu'on appelle les fonds structurels, nerf de la guerre. Les fonds structurels, c'est une somme d'argent, alors ce sont des milliards et des milliards d'euros, attribués aux régions en fonction de leur développement économique, financier, et les aider dans leur développement. Bon, le principe en lui-même n'est pas mauvais, construire des routes, des bâtiments en tout genre, bon, très bien. Mais le problème, c'est que dans le cas de la France, cet argent donné par Bruxelles était d'abord donné ensuite donc au préfet, l'autorité de l'État, et ensuite distribué aux régions françaises, plus ou moins développées économiquement. Et François Hollande avait promis en 2012, et c'est chose faite depuis le janvier 2014, que les régions pourraient traiter directement avec Bruxelles sans passer par l'autorité de l'État, le préfet, pour s'occuper de cet élément clé qui est l'argent. Et donc, les interlocuteurs régionaux, enfin les conseils régionaux de Bretagne, Normandie, d'Alsace, etc., en sachant que pour l'Alsace, ça avait déjà commencé dès 2003 avec le gouvernement Raffarin, c'est lui qui a ouvert la brèche. Eh bien, les conseils régionaux ont comme interlocuteur, pour le nerf de la guerre, Bruxelles, la France a disparu. Et donc, bien comprendre que la décomposition des États, ça passe par l'aspect, j'allais dire tribal, la reconnaissance ethnique, mais aussi technocratique, avec des pouvoirs de plus en plus grands aux régions. Et j'ajoute un autre élément, et j'en parle aussi, c'est que cette reconnaissance ethnique, à ne pas confondre avec l'aspect identitaire. À titre personnel, je suis pour le respect des identités, basque, catalane, etc. Chose qui a été détruite par la Révolution française, la France jacobine. Là, c'est le principe consiste à donner une vision tribale de l'Europe. Et si on reconnaît des principes ethniques aux Basques flamands, et bien tôt ou tard, ce principe sera étendu aux populations non européennes, d'origine nord-africaine et subsaharienne. Donc on va avoir une Europe bigarrée, et évidemment, ce sont les populations aux démographies les plus fortes, finalement les tribus les plus puissantes, qui imposeront leur vue à des tribus à la démographie faible, catalane, flamande ou bretonne. Qui est le gagnant dans cette histoire? J'invite les lecteurs à lire mon livre Atlas du mondialisme. Surtout que je rappelle une chose, et je le cite aussi dans mon livre, vous avez un document de l'ONU de 2015 qui appelle tout simplement au remplacement des populations européennes. C'est écrit, c'est la couverture du document de l'ONU, le remplacement. Alors vous venez un petit peu de l'évoquer, Pierre Hilard, vous affirmez que le principe de ces frontières artificielles est né en France lors de la Révolution française. Comment s'est manifesté ce principe? Alors, la France d'Ancien Régime, tout juste avant la Révolution, était composée de provinces de bailliage avec une diversité reconnue par les rois de France. Et lorsque, par exemple, Louis XIV s'adressait à ces sujets, il disait pas Français, Françaises, il disait à mes peuples. Arrive l'ère des Lumières, XVIIIe siècle, où on a une vision de l'homme qui doit être traité de manière indifférenciée et déracinée. Et arrive la Révolution de 1789, destruction des provinces, et donc cette diversité identitaire, pour qui j'ai vraiment de l'affection, parce qu'il faut respecter les identités françaises. Mais le problème, c'est que ces révolutionnaires, marqués par un esprit technocrate avant l'heure, vont mettre en place une France en département, mais à l'origine en carré, un véritable damier. Et donc, une France littéralement quadrillée, en ligne droite, où le français breton de Brest, le français alsacien de Strasbourg, de Perpignan, etc., est traité de la même manière, indifférencié. Mais pour des raisons d'ordre pratique, ce damier, ils ont dû l'améliorer pour, en fonction des critères, des raisons donc géographiques, montagne, fleuve, et donc éroder ces traits.
Et donc une France en département, donc une France malgré tout artificielle, puisque les départements, par définition, c'est n'ont d'ailleurs aucune de cette carte dont vous réalité avez fait historique. la une de, Voilà. de votre ouvrage. Cette France, c'est le document de la France en carré voilà. et en damier. Et donc ils ont ensuite remodelé, mais le principe de la France en département, ça n'a aucun sens historique, culturel. Et ce principe s'est diffusé avec Napoléon Ier et a touché l'Allemagne, a touché le monde ottoman, avec les fameux vilayets, qui sont les départements, voilà, et l'Allemagne nazie avec les Gaonnes, à l'origine qui a été lancé par un juriste allemand qui s'appelait Hugo Preuss pour la République de Weimar, et en fait c'est Hitler qui va mettre en place cette Allemagne des Gaonnes, et ensuite ce principe est élargi dans le cadre de l'Union européenne avec les eurorégions, qui sont des blocs régionaux, et les eurorégions sont les départements de l'Union européenne, mais à l'échelle continentale. Alors, la France, Pierre Hilard, et même l'Europe plus largement, ne sont pas les seuls territoires à avoir fait l'objet de transformations. C'est ce que vous expliquez dans votre ouvrage. Au XVIIIe et XIXe siècle, les États-Unis aussi sont l'objet de refonte. Vous exprimez politique financière et territoriale. Et c'est d'ailleurs une refonte qui commence dès 1791 avec la création de la première banque des États-Unis. Oui, alors, création d'une banque américaine qui va dépendre donc de l'autorité de la City de Londres. Et ça va être renouvelé en 1816, après la guerre de 1814 entre les Anglais et les Américains. Et celui qui va casser ce lien entre la banque américaine et la City de Londres, c'est ce président américain, Andrew Jackson, qui va réussir, donc on est dans les années 1830, comme il dit d'ailleurs, il a demandé que ça soit inscrit sur sa tombe, j'ai tué la banque, de casser ce lien, cette dépendance de la banque américaine vis-à-vis de la City de Londres. Et donc, il y a une volonté, parce que... d'émancipation. Voilà, quand on tient l'élément financier, on détermine tout, qui paie commande. Et donc, tout le 19e siècle, c'est une bagarre entre une élite américaine voulant conserver son indépendance par rapport à la City de Londres, pendant qu'une autre faction américaine, oligarchique américaine, fait tout pour intégrer la finance américaine sous la direction de la City de Londres, il faut dire le mot, les Rothschild. Et c'est chose faite en décembre 1913, avec la création de la Fed, grâce en particulier, alors ils ont été plusieurs. Donc la Fed, c'est la banque fédérale américaine. Voilà, qui est indépendante du pouvoir politique, qu'il soit démocrate et républicain, responsable de l'émission monétaire, et donc... émission monétaire, maintenant on en voit les résultats un siècle après, c'est des milliards et des milliards, des trillions d'ailleurs, d'argent qui ne repose sur aucune richesse véritable. Et vous avez en particulier un Américain, qui était un juif allemand d'ailleurs, qui s'appelait Warburg, Paul Warburg, qui a joué un très grand rôle pour la création de la Fed. Je rappelle que son frère, Max Warburg, qui lui était resté citoyen allemand, a joué un grand rôle dans le financement de la Pan-Europe, qui est là aussi un instrument créé dans les années 20 en faveur de la création d'une Union européenne. Avec, par exemple, la Pan-Europe, c'est en 1926, lors de son premier congrès, le choix de l'hymne européen, l'Ode de la joie de Beethoven. Et alors, tout ça, c'est lié. C'est ce que vous exprimez par ailleurs dans votre ouvrage, Pierre Hilard, c'est que cette Fed n'est pas l'émanation de l'État américain, mais bien d'un consortium de banques privées. Banques privées, et qui, vous savez, à partir du moment où l'élément, financier est indépendant de l'autorité politique, on a affaire à une oligarchie, et le peuple peut voter ce qu'il veut, républicain ou démocrate, il n'aura pas le dernier mot. Il est dit que le président Kennedy aurait voulu casser ce monopole. C'est possible, et cela expliquerait peut-être le problème qu'il a connu ensuite à Dallas en 1963. Alors, on récapitule, donc transformation politique, financière et territoriale, et on va y venir, mais avant cela, il y a donc en premier, la création de cette première banque des États-Unis en 1791. Ensuite, il y a la création de la Fed en 1913. Et ensuite, la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, ce que vous appelez une alliance anglo-américaine. Oui, au moment du traité de Versailles, vous avez un membre de l'oligarchie américaine qui est très peu connu en France, mais qu'il faut impérativement connaître, qui s'appelait le Colonel House, Edward Mandell House, qui est mort en 1938 et qui était l'éminence grise du président Wilson, le fameux auteur des 14 points de président Wilson. En fait, c'est Colonel House, le véritable auteur. Et quand je dis l'éminence grise, président Wilson parlait de Colonel House en disant mon alter ego, pour vous dire que... Bon. Et le Colonel House a joué un très grand rôle dans la création de la SDN, Société des Nations, pour tenter de créer une ébauche, et plus qu'une ébauche, une structure supranationale de gouvernance mondiale pour faire en sorte que tous les États soient intégrés dans une structure permettant donc la mise en forme d'une gouvernance mondiale. Mais
la chose va échouer parce que vous avez toujours, quand on voit les oligarchies, il faut jamais voir ça en bloc monolithique. Il y a des factions qui se tirent dans les pattes. Et vous avez une faction oligarchique américaine qui va s'opposer à cette vision-là. Pourquoi? Parce que des mauvaises langues disaient que cette SDN était sous l'influence de la City de Londres et c'était une manière aussi d'intégrer carrément le territoire américain indépendant depuis 1776 sous la responsabilité de la City de Londres. Et vous avez des députés américains qui vont tout faire et réussir pour que le Sénat refuse l'intégration des États-Unis dans la SDN. Pourquoi? Parce qu'il y avait, je crois, c'était l'article 10 qui stipulait, dans le cas de la SDN, que tout État attaqué devait être protégé par tous les autres États membres de la SDN. Et donc les États-Unis, s'ils avaient ratifié ce document, intégré à la SDN, eh bien, auraient été obligés de participer à une guerre. Et donc, cette faction oligarchique américaine ne voulait pas que les États-Unis soient entraînés dans une guerre, contraire aux intérêts propres américains. Voilà. C'est très intéressant de voir ces rivalités, plus, je vous dis, les subdivisions territoriales Alors américaines. justement, on y vient, Pierre Hillard, donc refonte financière avec la création de ces deux banques américaines, la première banque des États-Unis, puis la Fed, enfin, ensuite, donc, refonte politique avec la SDN, et enfin, réforme territoriale, et à ce titre, vous dites que les États-Unis devraient aboutir à une gouvernance mondiale avec une sorte de redécoupage de son territoire. Alors, oui, il y a plusieurs étapes. À l'origine, actuellement, l'État américain est composé de 50 États, Floride, Texas, Alaska, etc. Mais avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait 48 États. Et vous avez eu, et j'ai montré les cartes d'origine, la volonté de fractionner le territoire américain. Alors, la première tentative officielle, c'est 1934, en 12 blocs. 12 blocs régionaux. Et une autre tentative en 1935 en 9 blocs. Mais, arrive la Seconde Guerre mondiale qui freine le projet, il reprend du poids de la bête, avec en particulier le président Nixon, qui va, avec son Executive Order 11647, subdiviser le territoire américain en 10 blocs. 10 blocs régionaux, donc on passe de 50 en 10 blocs, et ces 10 blocs dépendent directement du président des États-Unis. Chaque bloc est dirigé par un super président, j'allais dire un super préfet, dépendant de l'autorité du président américain, et il est précisé dans les textes officiels, et j'ai mis les sources, que ces super préfets, c'est pas le terme exact, mais c'est l'idée est là, qui dirigent ces super blocs régionaux, doivent servir le président des États-Unis avec plaisir. Texto, c'est dans un texte d'origine. Et ce procédé qui a été lancé par le président Nixon de subdivision des États-Unis en 10 blocs, ça s'est retrouvé dans, par exemple, l'organisation américaine qui est la FEMA. La FEMA, qui est l'organisme américain chargé de gérer toutes les catastrophes, inondations, ouragans, attentats terroristes, qui donne les pleins pouvoirs au président des États-Unis en cas d'événements très graves, une sorte de 11 septembre bis. Et en particulier, j'ai montré que vous avez des textes signés entre autres par le président Obama le 31 décembre 2011, qui stipule qu'en cas d'événements très graves, donc une crise économique violente, et ma foi, ça nous pend au nez, un événement militaire, enfin une catastrophe vraiment très grave, il est précisé dans ces textes que les citoyens américains pourront être internés, mis en prison, without trial, sans procès. C'est la disparition de tout respect de la liberté individuelle. Et donc, on voit qu'il y a une forme de dictature qui se met en place. Il suffit d'allumer la mèche pour mettre en place ces documents qui, pour le moment, sont suspendus, mais qui attendent l'heureux événement, si je puis dire. Et cette subdivision, justement, du territoire américain, est-ce qu'on peut la mettre en parallèle, justement, avec la subdivision européenne, avec le régionalisme? C'est pareil, c'est le même processus. C'est-à-dire qu'on subdivise, il faut d'abord casser les États, avec des critères ethniques, économiques. Alors on crée des blocs. Vous avez en particulier, il y a presque 100 cartes dans ce livre, la volonté de mettre, et c'est écrit en toutes lettres, des sortes de mégacités. Mégacités avec des blocs régionaux, et ces mégacités, un peu comme vous savez dans les films de science-fiction, vous avez la cité ultramoderne, aseptisée, et puis tout en dehors de cette cité ultramoderne, les pauvres, les ghettos, voilà. Et tout ça relié par des voies de communication ultra sécurisées. Et en particulier, vous avez parmi ces technocrates, un technocrate américain qui s'appelle Parag Khanna, qui prend comme modèle de référence la Chine, avec la création il le dit lui-même, de 24 mégacités. Vous voyez le truc bien science-fiction, et c'est pareil pour l'Europe, on tend vers
vers cette voie-là, et le président Macron est là pour tenter de parachever le modèle d'unité européenne. D'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il va recevoir en mai 2018 la plus haute distinction attribuée aux personnes œuvrant en faveur de la construction européenne, le prix Charlemagne. Pierre Hilard, vous abordez également la composition et la décomposition du monde musulman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui les événements qui ont conduit ces pays justement dans la guerre? Alors, un petit rappel du passé qui nourrit l'actualité. Le monde musulman, déjà, il a subi une belle claque avec les accords Sykes-Picot, consistant donc en 1916 au démantèlement de l'Empire ottoman. Répartition en fonction des intérêts français et anglais, mais dans cette histoire, ce sont les Anglais qui ont tiré la couverture à eux, avec territoire irakien, Kirkouk et Mossoul, riches en pétrole. Et puis, vous avez en même temps, en 1917, ça va faire 100 ans, la déclaration Balfour, qui est donc la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, sous l'autorité, enfin, avec l'assentiment du gouvernement britannique. Et vous avez ensuite des rivalités entre juifs et musulmans, création de l'État d'Israël en 1948, et vous avez eu un éminent, il est toujours vivant d'ailleurs, il a 101 ans, il s'appelle Bernard Lewis, qui le premier a théorisé ce fameux concept du choc des civilisations, 1957. C'est dans son livre Islam, c'est même le titre d'un de ses paragraphes, chapitre de livre. Et donc, lui et ses compères ont élaboré des documents pour fractionner les États musulmans. Et en particulier, j'ai la couverture, on pourrait peut-être montrer la couverture de la revue Time de janvier 1979, avec l'ours russe en arrière. Et donc l'arc de crise qui va de la Corne de l'Afrique, en passant par l'Arabie Saoudite jusqu'au Pakistan, et en arrière-fond, l'ours russe prêt à recevoir la pagaille, s'entendu, les républiques soviétiques musulmanes, qui auraient donc connu les désordres. Et j'ai montré d'autres cartes, comme par exemple une autre carte qui a été élaborée et qui est sortie de la manière la plus officielle possible en 2013 dans le New York Times, fragmentation de la péninsule arabique, mais aussi de la Libye, en 3 blocs. Voilà, en 3 blocs, avec création de 3 cités-États. Et parallèlement à cela, j'ai aussi mis un document de première main, si je retrouve les avant ou après, je ne sais plus. Normalement, c'est avant, la logique le voudrait. C'est en particulier un document officiel tiré des mémoires, enfin des carnets complets de Théodore Herzl, volume 2, page 711, je connais la référence par cœur, qui est le Grand Israël, des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et donc on a des rivalités internes, et par exemple si le président Trump a souhaité que Jérusalem soit la capitale de l'État hébreu, on voit qu'il y a des rivalités entre ceux qui voudraient maintenir un dialogue entre le monde musulman et le monde hébreu avec le monde anglo-saxon en arrière-fond, et puis ceux qui s'y refusent. Plein de rivalités. Et évidemment, il faut ne pas oublier aussi le monde russe, qui a aussi ses intérêts financiers, pétrole, ne pas oublier aussi les bases militaires russes sur la côte syrienne, en sachant aussi qu'au large des côtes syriennes, libanaises et chypriotes et israéliennes, vous avez d'immenses réserves de gaz, les réservoirs, enfin les réserves du Léviathan, il y a un autre nom aussi. Enfin bref, il y a à la fois des intérêts d'ordre stratégique, de sécurité, parce qu'un Poutine ne veut pas avoir certains groupes terroristes financés par on ne sait qui, se diriger vers le Caucase et l'Asie centrale, donc intérêts sécuritaires, stratégiques, pétroliers, gaziers, et spirituel, parce que Jérusalem est à la fois un lieu pour les Hébreux, mais aussi pour les musulmans, la mosquée Al-Aqsa, et puis pour les chrétiens. Donc tous ces éléments,
que j'explique dans ce livre, ce télescope